Nous allons donc maintenant venir à la deuxième intervention. On a beaucoup parlé de l'Afrique avec Bernard Kouchner. On va peut-être rappeler en accueillant notre nouvel invité qu'il est très célèbre pour avoir découvert une jeune fille de 3 millions d'années, Lucie, en Éthiopie. C'est un des plus grands spécialistes français de l'évolution humaine, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, et j'en oublie beaucoup, vous m'en excuserez, monsieur le professeur, avec nous ce matin au 10e table ronde de l'Arbois, sur le thème « Où, quand, comment, pourquoi est apparu le premier homme ?» Monsieur Yves Coppens. Merci beaucoup, j'ai horreur d'honoraires. Merci, je suis très heureux bien sûr de me trouver là, et je salue d'abord monsieur Naon, ça va de soi, qui m'avait invité l'année dernière et qui, persévérant, m'a réinvité cette année. Merci. Parce que l'année dernière, je suis tombé sur la tête. Ça s'est arrangé, mais peut-être que dans la conversation ou dans le discours, ça se verra. C'est très difficile de parler après Bernard Kouchner, qui a parlé de choses aussi graves. Donc, raconter des petites choses futiles après des choses graves, c'est toujours embêtant, mais tant pis. Parce qu'il est brillant, ce type-là. Il est brillant, notre ministre. En tout cas, je salue votre discours. C'était très, très, très beau, très intéressant. Mais je n'en doutais pas. Alors, j'aime bien raconter des plaisanteries au départ, ce que les Anglais appellent les beginning jokes. Et je ne sais jamais quel sera mon beginning joke. J'attends l'inspiration. Et ma vraie inspiration, je l'ai eue avec 68. C'est vrai que j'oubliais que c'était 2018, donc c'est un anniversaire. Et je vais vous parler de mon 68 à moi. J'étais à Paris, il y avait déjà des petites manifs, donc j'ai vite quitté Paris pour le Kenya. Parce que je travaillais en Éthiopie, et je suis donc parti un petit peu plus tôt au Kenya. Je suis arrivé au Kenya où l'ambassadeur de France, qui s'appelait M. Debos, le baron Debos, c'est un petit baron vendéen, enfin un petit, pas gentil de ma part, un grand baron vendéen, baron Debos. Sa femme s'appelait Clotilde. Ça situe quand même une ambiance. Et donc, à l'ambassade de France, le baron était charmant, et réunissait un petit peu la communauté française autour de lui devant ce désastre parisien. Alors, désastre pas, mais comme la télévision kenyenne relayait la télévision britannique, c'était épouvantable. Les images que l'on voyait, c'était Paris à feu et à sang, le boulevard Saint-Michel, encore le boulevard Saint-Michel, toujours le boulevard Saint-Michel. Enfin, c'était vraiment effrayant. Alors je me trouve un jour avec le baron Debos et il me dit c'est bien que la communauté française soit autour de moi et à chaque fois que je serai invité, s'il vous plaît, venez avec moi, ça relie un peu cette communauté française, ça la réunit et c'est bien agréable pour nous tous. Je dis merci monsieur le baron, merci monsieur l'ambassadeur. Et il me dit venez avec moi, on va appeler en téléx le Quai d'Orsay, les affaires étrangères, pour voir ce qui se passe. En téléx, il appelle le Quai d'Orsay et on reçoit le téléx merde. C'était un petit peu désagréable. Hein. Il avait demandé quelles étaient les nouvelles de Paris. Ça, je ne sais pas qui était dans le bureau du téléx des affaires étrangères, mais enfin, c'était un peu surprenant. Et le soir même, nous avions une invitation, donc commune, à l'ambassade d'Italie. Je me rappelle très très bien. Et donc on se rend à l'ambassade d'Italie avec monsieur le baron Debos. On arrive à l'entrée, on est reçu par l'ambassadeur d'Italie, qui dit à monsieur l'ambassadeur de France, alors comment ça va en France? Et monsieur Debos, formidable, c'est formidable quand même le Quai d'Orsay. Hein. Monsieur le baron Debos dit, ça s'arrange monsieur l'ambassadeur, ça s'arrange. Voilà, la France quand même. La preuve, ça s'est arrangé. Donc c'est pas ça du tout que je suis venu vous raconter. Non, c'est pas de ma faute. Saluez le baron si vous voulez, mais pas moi. Ou l'ambassadeur d'Italie, je ne sais pas.
Donc, je voulais vous parler de l'homme l'année dernière, donc je vais vous parler de l'homme cette année. Et j'ai proposé ce titre un petit peu provoquant, où, quand, pourquoi, comment. Je ne sais pas pourquoi monsieur Naon, d'abord a sauté quelquefois une de mes propositions, c'était où, quand, pourquoi. Bon. D'autres fois c'était où, quand, comment. Et là, les 4 propositions y sont, mais dans le désordre. Mais quand même. Donc c'est où, quand, pourquoi, comment. Hein. L'homme, je veux parler du genre humain, de l'homme bien sûr au sens générique, et je le dis parce que il y a un petit peu de problème avec les biologistes qui disent que l'homme n'est pas le premier, enfin en tout cas c'est dans l'apparition des êtres vivants, il est parmi les derniers. Et ils ont sûrement raison, que certains organismes sont aussi compliqués que l'homme, mais à partir du moment où on appuie sa classification sur le système nerveux central, non. L'homme est quand même en priorité, on va l'expliquer pourquoi. Tout simplement, enfin de manière très brève, à cause de ce que l'on voit très très bien, c'est-à-dire la création artistique, la réflexion scientifique et la compassion. Ce sont les 3 éléments essentiels qui peuvent, comme ça, à la réflexion, caractériser l'homme par rapport à ses voisins, contemporains, animaux ou végétaux. Alors, pour vous situer les choses, ou au moins un certain d'entre vous, souvenez-vous que la vie a 4 milliards d'années, 4 milliards d'années. Souvenez-vous que les vertébrés ont autour de 500 millions d'années, j'arrondis les chiffres, hein. Les vertébrés, avec un petit squelette intérieur, là. 500 millions d'années, que les mammifères ont 200 millions d'années, peut-être un petit peu plus, 200 millions, que les primates, nous faisons partie de cet ordre, que les primates ont 70 millions d'années et qu'ils viennent d'insectivores. Pardon. Les insectivores sont à l'origine des primates, donc ce sont aussi nos ancêtres. Et que parmi ces primates, notre famille, les hominidés, ont 10 millions d'années, disons. 10 millions. 10 millions d'années. Et ces hominidés ont eu 2 descendants, ce qu'on appelle des sous-familles, les pré-chimpanzés et les pré-humains. C'est de cela dont on va parler. Donc ayez bien toutes ces informations en tête et on va démarrer. Alors où et quand? Où et quand pour commencer? Où est apparu l'homme? Alors ce qui est amusant de raconter, c'est l'historique, ou du moins un petit bout de l'historique. Il se trouve que les fossiles humains ont été découverts dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Pas exprès, c'est comme ça que ça s'est passé, mais finalement ça a facilité les choses parce qu'on aurait trouvé les plus anciens les premiers, on n'aurait rien compris, et déjà avec les plus récents les premiers, on n'a pas compris tout de suite grand-chose. Les tout premiers, je ne vais pas vous les citer tous, bien sûr, mais ce sont ceux découverts à Hangis. Hangis, c'est en Belgique. Ça a été fait par un médecin qui s'appelait Schmerling, un médecin. Et ce médecin Schmerling, qui était d'ailleurs un médecin autrichien, découvre des éléments d'un crâne qui appartenait à un homme de Néandertal. Alors bien sûr, on ne savait pas que c'était un homme de Néandertal, c'était le premier. 1829, 100 000 ans, disons 100 000 ans. C'est sûrement un peu moins, mais ça fait rien. Ça situera les choses. Donc, 1829, 100 000 ans. Peu de temps après, 1891, quand même quelques temps après, cette fois-là, c'est un autre médecin, et un autre médecin hollandais, qui s'appelle Eugène Dubois. C'est peut-être presque une plaisanterie, il s'appelle Dubois. Enfin, il est hollandais. Ça ne devait pas se dire comme ça, d'ailleurs. Et Eugène Dubois découvre, lui, à Java, un homme
encore plus ancien qu'il appelle Pithecanthrope, qu'on appelle aujourd'hui Homo erectus, et celui-là a 700 000 ans. Vous voyez, Néandertal, 1829, Europe, 100 000 ans. Homo erectus, Asie, 700 000 ans. Mais oui. Troisièmement, cette fois-là, c'est en Afrique que ça se passe, et c'est autour de 1924-1925 qu'on découvre un pré-humain qui va s'appeler Australopithèque, et cette découverte est faite par un carrier, peu importe, mais elle est étudiée par un médecin, encore un médecin, ministère de la Santé, là, qui s'appelle le docteur Dart. Et Dart est professeur d'anatomie à Johannesburg, et Dart appelle ce reste Australopithèque, lequel Australopithèque a 2 millions d'années. Donc vous voyez, 100 000 ans l'Europe avec 1829 Néandertal, vous voyez 700 000 ans Homo erectus Asie avec le Pithecanthrope, et puis 2 millions d'années l'Australopithèque en Afrique du Sud. Donc de l'Europe à l'Asie à l'Afrique. Et en fait, on verra que c'est dans le sens inverse que s'est passée l'histoire. Je continue l'histoire, et cette fois-là, on va prendre non pas des bottes de 7 lieues, mais des bottes de 20 ans. Des bottes de 20 ans. C'est un peu artificiel, mais c'est une manière de comprendre l'histoire et de comprendre les choses. Et on va commencer en 1940. Donc 1940, 1950, 1960, 1940, 1960, vous voyez la tranche. C'est à l'époque de mes études secondaires, primaires, secondaires et tertiaires. Puis ça comme ça. Et à ce moment-là, on nous apprend à la Sorbonne que l'homme, bien sûr, est d'origine européenne. Il y avait tellement de gens qui souhaitaient que ce fichu homme fossile soit né en Europe. Et il se trouvait en effet qu'un Suisse qui s'appelait Johannes Hürzeler, n'était pas médecin celui-là, ouf. Johannes Hürzeler avait ressorti de l'ombre un petit primate qui s'appelait Oreopithecus et qui avait été découvert en Italie, qui avait été découvert en Toscane et qui avait été estimé comme étant un petit singe. Et Hürzeler, de Bâle, raconte que ce petit singe, finalement, est peut-être bien l'ancêtre de l'homme. Datation, ça a flotté un peu, ça a été autour de 7 millions, 8 millions, 10 millions, c'est plutôt 7 ou 8 millions d'années. Et Hürzeler fait quelque chose de très bien, il relance l'activité sur le terrain, ça c'est formidable, hein, c'est toujours ce qu'il faut faire, et dans une mine de Toscane, sont repris des travaux sur des lignites, du lignite, et dans ce lignite, on découvre quelques vertèbres sur le plafond de la mine, dans le lignite. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hürzeler ? Il découpe un grand morceau de lignite du plafond, et puis il embarque le tout à Bâle, au Naturhistorische Museum, dans la Augustinergasse de Baselstadt. Merci. Bon, c'est pas fini, vous allez voir. Et il se trouve, chance, c'est pour ça que j'en parle, que Johannes Hürzeler demande à Jean Pifteau à la Sorbonne des étudiants pour l'aider, et que je suis envoyé là-bas en fin des années 50, quoi. Et alors, j'ai travaillé sur ce morceau de lignite, et on a dégagé les vertèbres en question. Formidable. Les vertèbres cervicales, crâne. On est arrivé sur le crâne. Et le crâne avait juste ce que Hürzeler espérait pour démontrer que c'était peut-être bien l'ancêtre de l'humanité. Ah, dis donc, quelle joie. Et ce jour-là, il a ouvert un placard en fermant toutes les portes à clé, les portes des laboratoires, pour ne pas être gêné par les collègues, et il a ouvert un placard et sorti du placard du Chianti de Grosseto, de l'endroit de la ville. Et on a arrosé avec l'assistant et lui-même la découverte du petit crâne. Alors le crâne, c'était bien, le crâne avait les os du nez qui dépassaient le profil. Alors comme vous savez, les singes ont une
projection de la face. La projection de la face fait que les os du nez sont dans l'allongement de la face, alors que quand la face se rétrécit comme chez l'homme, les os du nez sont en relief et sortent du profil. La chance, les os du nez sortaient du profil. Et puis on a continué la recherche, on a continué le dégagement, et on est arrivé à la ceinture scapulaire, un petit bout de scapula, et puis l'humérus, et puis l'humérus, et puis l'humérus, et puis l'humérus encore. Le malheureux Oreopithèque avait des bras beaucoup trop longs pour être honnête, parce qu'il grimpait beaucoup, donc il était brachiateur, et ça a désespéré Hürzeler, et je pense que Hürzeler ne s'en est pas remis, quoi. Ça l'embêtait. C'était un excellent scientifique, et donc il faisait état de tout ça naturellement, mais il disait que, bien sûr, celui-là grimpait, mais il aurait bien pu peut-être être à l'origine de l'homme quand même. Donc voilà. Ça, c'était 1940-1960. 1960-1980, beaucoup de travaux en Afrique, mais 2 anglo-saxons de Yale, de l'université de Yale, l'un s'appelait Elwyn Simons, américain, l'autre s'appelait David Pilbeam, anglais. Tous les deux se mettent dans la tête qu'un petit fossile décrit depuis longtemps aussi, qui s'appelait Ramapithecus, et un autre qui s'appelait Sivapithecus, Ramapithecus, Sivapithecus. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est typique chez les paléontologues, c'est que on avait trouvé le premier, on lui avait donné un nom, on a trouvé le deuxième, on a trouvé un nom, on a donné un nom, et puis on s'est aperçu que le premier, c'était finalement la femelle de l'autre. Donc Ramapithecus étant la femelle de Sivapithecus, on va parler seulement de Sivapithecus. En tout cas, Simons... Oui, raciste, c'est bien. Mais c'est pas de ma faute. Ce sont des données. Hein. C'est Sivapithecus qui a été retenu, non pas pour une question de sexe du tout, pas du tout, mais pour une question d'antériorité. Attention. Oui, sûrement. Autrement, je ne suis pas sexiste pour dessous. Autrement, oui, j'ai déjà parlé du genre robot, c'est pas très bien. Oui. Donc, Simons et Pilbeam remettent en lumière ce Sivapithecus et vont faire de nouvelles recherches en Inde, un peu, au Pakistan, beaucoup, découvrent d'autres échantillons, et pendant ces 20 années-là, ce n'est plus l'Europe qui gagne, c'est l'Asie. Et c'est l'Asie avec Sivapithecus qui a à peu près le même âge qu'Oreopithèque, en gros. Il y a plusieurs espèces, mais peu importe. Donc voilà ces années-là. Et on arrive aux années 2000, 90, 2000. Et tout à fait au début, 1981, un colloque, un congrès à Rome, voit se réunir des gens comme Pilbeam, et puis des gens comme un autre qui s'appelle Loewenstein. Et Pilbeam arrive avec une face, un morceau de crâne, de face crânio-faciale de Sivapithecus, et il dit, regardez ce que je viens de trouver, ça ressemble tellement à un orang-outan, je retire Sivapithecus. Donc l'Asie est finie. Et Loewenstein lui-même, dans ce même congrès, c'était formidable, avait reçu des dents de de Sivapithèque, des dents de Sivapithèque pour examen. Et Gerald Loewenstein était biochimiste, comme je vous l'ai dit. Et il faut se méfier des biochimistes. S'il y en a ici, je les aurai à l'œil. Parce que qu'est-ce qu'il a fait avec les dents? Le paléontologue, il met ça sous cloche, il met ça sous clé, il regarde ça au microscope, il n'y touche pas. Le biochimiste, il a reçu les dents, il en a fait de la poudre. Il en a fait de la poudre tout de suite, et en plus, il a injecté la poudre à un lapin. On rigole. Un petit lapin californien, et le petit lapin a été tellement surpris qu'il a créé des anticorps. Quand même étonnant, hein, pour une bestiole aussi ancienne. Et les anticorps ont été testés vis-à-vis d'antigènes, et c'est avec les antigènes d'orang-outan que ça a fonctionné. Donc, vraiment, à la fois Pilbeam avec son anatomie, à la fois Loewenstein avec sa biochimie, ont montré qu'il fallait mettre à l'écart
ces questions d'Asie et ces questions de Sylvipithèque. Donc, 80-2000, on reprend l'Afrique. Et on avait travaillé beaucoup en Afrique. Moi, j'avais travaillé pendant 20 ans là, en Afrique. En gros, entre 60, j'ai commencé en 60, et 80, ces 20 années-là. Et pendant ces 20 années-là, on avait trouvé beaucoup de fossiles, beaucoup de fossiles, et beaucoup de fossiles d'hominidés, beaucoup de fossiles d'ancêtres de l'homme, et pas de fossiles de pré-chimpanzés, des fossiles de pré-humains et des fossiles d'humains, pas de fossiles de pré-chimpanzés. Alors, à quoi j'ai pensé? J'ai pensé que quand vous avez des ancêtres, ancêtres communs, et que ces ancêtres ont des descendants, et que les descendants, on ne les trouve pas ensemble, ça veut dire qu'ils ont évolué différemment. Et ça veut dire qu'ils ont évolué dans des milieux différents. Milieu plutôt de forêt pré-chimpanzé, ça s'impose. Milieu plutôt de savane, je disais savane, et j'ai été remis en place. Du côté des préhumains, ça allait un petit peu de soi. Et j'ai fabriqué l'East Side Story. C'était joli, hein? J'enseignais à New York à ce moment-là, je trouvais que c'était joli. Donc j'ai fait l'East Side Story. Ceci dit, ce qui est typique de la France, ce n'est pas une critique, monsieur le ministre, mais tout de même, on connaît bien notre pays, on connaît bien aussi la manière dont nous sommes actuellement colonisés par les États-Unis, le monde entier est colonisé par les États-Unis. Sur un plan, ça ne durera pas, mais enfin, pour le moment, c'est tout à fait clair. Or, il se trouve que j'ai lancé l'East Side Story en 1981, c'était pendant le congrès. Et puis, dans les années plus tard, et il se trouve que le patron d'un journal américain, Scientific American, est passé à Paris. Vous voyez, c'est de l'anglais cette fois, Scientific American. Donc, il se trouve que le patron de Scientific American est passé à Paris, il cherchait des sujets, il a trouvé l'East Side Story amusante, il en a fait un gros titre, et à ce moment-là, tout le monde en a parlé, quoi. Donc, 91, c'était 10 ans après l'avoir dit aux Français, quand même. 10 ans en France, 10 ans après en Amérique, ça y est, l'East Side Story, c'est généralisé. Et l'East Side Story, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait travaillé beaucoup en Afrique de l'Est, qu'en Afrique de l'Est, on avait trouvé des préhumains, qu'en Afrique de l'Est, on n'avait pas trouvé de pré-chimpanzés, et comme cette Afrique de l'Est était clairement très asséchée, alors qu'à l'ouest, on avait de la forêt, j'avais pensé que la Rift Valley pouvait être une sorte de barrière. En fait, c'est un filtre et quelquefois une passoire, mais une sorte de barrière entre la forêt avec les pré-chimpanzés et puis la savane avec les préhumains. C'était joli, c'était beaucoup trop joli pour être honnête d'ailleurs, mais c'est pour ça que ça n'a pas duré. Mais enfin, en l'occurrence, donc, des ancêtres communs, voilà, un peu partout en Afrique tropicale, avec les pré-chimpanzés et les chimpanzés côté de la forêt, à l'ouest, et puis les préhumains et les humains du côté oriental, de l'autre côté en Afrique orientale, de l'autre côté de la Rift, et c'était la partie qui nous importait à nous. Et puis, 2001, il y avait eu déjà des découvertes avant, mais en 2001, Michel Brunet, qui est venu d'ailleurs ici, qui est venu aux tables rondes, m'a-t-il raconté, Michel Brunet découvre Toumaï, découvre Sahelanthropus tchadensis, qui a 7 millions d'années, et qui se trouve au Tchad, donc complètement de l'autre côté de la Rift Valley. Donc, mon East Side s'effondre, mais il reste la story quand même. La story est la même, hein, mais l'East Side, zéro, quoi. Géographiquement, ça ne marche plus. Donc voilà, nous sommes entre 2000 et 2020. Cette fois-là, les bottes de 20 ans vont sur ces 20 années-là dans lesquelles nous sommes actuellement. Et ces 20 années-là sont en train de montrer que l'origine de l'homme est incontestablement africaine, on va en reparler, est incontestablement tropicale, on va en reparler, mais qu'il faut songer aux tropiques du Cancer, et puis à l'Afrique orientale, à l'équateur, et puis aux tropiques du Capricorne, c'est-à-dire que cette fois, c'est une sorte de berceau en rond, de berceau concentrique à la forêt qu'il faut prendre en considération. Donc voilà pour l'histoire.
Alors, ces hominidés, comment les dater maintenant ? Où on sait donc à peu près où ça s'est passé, avec ce berceau concentrique. Quand c'est intéressant de savoir, bien sûr, qu'il y a des méthodes relatives de datation depuis toujours. Ce sont des méthodes de stratigraphie, avec une stratigraphie simple. Les couches les plus anciennes sont en bas, les couches les plus récentes sont en haut. Quand il y a des charriages, comme tout près ici, la fameuse carte de Forcalquier, quand il y a des charriages, ça inverse les choses, il faut faire attention. La géologie, c'est pas si simple. Mais enfin, c'est quand même très important d'apprendre d'abord la stratigraphie, d'apprendre d'abord la géologie. Quand il y a des failles, il faut aussi faire attention à ce qui se passe. Par contre, quand on est paléontologue, la biochronologie est extrêmement importante et très fiable. Vous avez une bête. Cette bête, elle est forcément, quand vous la trouvez, à un certain niveau d'évolution. Donc vous avez une fourchette de date. Quand vous avez deux espèces, vous avez deux fourchettes de date. Quand vous avez 100 espèces, quand vous mettez les fourchettes les unes au-dessus des autres, il vous reste un tout petit jour qui est la datation relative, mais une datation relative qui est quelquefois plus précise que la datation absolue. Donc la biochronologie est toujours très précieuse et toujours très précise, mais il faut avoir beaucoup de fossiles. Par ailleurs, il y a d'autres méthodes de datation relative, bien sûr. Paléomagnétisme, et puis aussi racémisation des acides aminés, etc., etc. Mais il y a eu l'ère des datations absolues. Et cette ère est née avec le carbone 14, mais pour ce qui concerne les terrains les plus anciens qui sont les nôtres, l'ère n'est née qu'en 1961. 61, c'est pas vieux, hein ? Pour moi, c'est pas vieux. Il y en a que j'aperçois là qui se disent c'est la préhistoire. Donc en 61, Louis Leakey, un Britannique qui travaillait en Afrique orientale, ose faire une datation d'un fossile de préhumain, fossile d'hominidés, et ce fossile d'hominidés se trouve évidemment en dessous d'une couche volcanique. Dans la couche volcanique, il y a des ponces, et dans les ponces, il y a des petits cristaux, et les petits cristaux ont conservé les gaz éventuels qui ont pu s'y échapper. Et en effet, dans les cristaux, il y a du potassium. Et le potassium radioactif né le jour de l'éruption s'est désintégré en calcium et en argon. Et le broyage des petits cristaux en question révèle la quantité de potassium qui reste, révèle la quantité d'argon de transformation, et comme on connaît la vitesse des intégrations, première datation, 1961, faite à Berkeley par deux Américains, Evernden et Curtis, 1 750 000 ans. Ah, c'était drôle de vivre ça. 1 750 000 ans. Tous les paléontologues du monde ont dit, pfff, ce sont des découvertes de surface. On n'aime pas quand les copains trouvent des choses. Mais ce sont des découvertes de surface. Et alors, comme on n'ose pas s'attaquer à la physique ou à la chimie, parce que ce sont des sciences qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, nous, naturalistes, on a dit, Evernden et Curtis ont raison, 1 750 000 pour la couche volcanique, c'est bon, mais le fossile, il a été trouvé en surface et ça n'a pas d'intérêt. Vous vous rendez compte, 1 750 000, 1961, on boudait la date, quoi. Et en fait, tout le monde a compris que c'était important, tout le monde a compris que c'était sans doute véritable, et tout le monde s'est précipité en Afrique orientale, et c'est comme ça que, après avoir passé 7 années au Tchad, je me suis aussi trouvé moi-même en Afrique orientale, et qu'on a trouvé des fossiles, et qu'on a ensuite appliqué ces datations absolues, en les multipliant d'ailleurs. Non seulement potassium-argon, comme je viens de vous le dire, mais aussi rubidium-strontium, mais aussi uranium-thorium, et désormais aluminium et beryllium pour des datations cosmogéniques de sédiments. Donc ça se multiplie, comme ça se multiplie, ça se croise, c'est d'autant plus fiable,
Et maintenant, on a donc de bonnes dates. Alors, les bonnes dates, c'est quoi? C'est en gros 10 millions d'années, je vais vous en parler, pour ces fameux hominidés et les premiers homininés, les premiers préhumains, 10 millions, je vous l'ai déjà dit, j'interrogerai tout à l'heure. Et pour les premiers humains, 3 millions. Donc on a le berceau incontestablement, on a désormais de très bonnes dates, donc on sait où et quand sont apparus les préhumains et sont apparus les premiers humains, c'est-à-dire le premier homme. Je vous citerai quelques dates au fur et à mesure, mais on en a à chaque fois systématiquement. On date systématiquement, c'est presque une faute désormais de publier un fossile sans l'avoir daté. On est regardé de travers, et ça va de soi. La paléontologie est quand même une science historique, et si on ne connaît pas les dates, on ne raconte pas l'histoire, on raconte n'importe quelle histoire. Donc maintenant, pourquoi et comment, Monsieur Naron? Pourquoi et comment? Alors pourquoi? Eh bien, ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. On va me dire qu'une corrélation, ce n'est pas une démonstration. C'est vrai. Je suis bien conscient. Je suis scientifique, donc je peux toujours dire tout a l'air de se passer comme si. Ceci étant dit, songez qu'à 10 millions d'années, il y a les premiers phénomènes, enfin, en l'occurrence dans cette histoire-là, des phénomènes astronomiques qui font qu'il y a l'englacement, le début de l'englacement du sud de la planète, l'Antarctique. 10 millions d'années, c'est l'apparition de l'Antarctique. Pourquoi? Parce que la Terre fait des siennes sur sa tournée autour du Soleil, parce qu'elle n'est pas tout à fait comme il faut sur son écliptique, enfin j'en sais rien, mais ça sont des histoires astronomiques. Vous savez, c'est commode, on dit le hasard, c'est pas vrai. Parce que quand c'est un peu un hasard chez vous, vous allez rechercher un petit peu plus loin, puis vous renvoyez le hasard aux autres, quoi. Enfin, en l'occurrence, notre hasard de paléontologie, moi je l'ai renvoyé aux astrophysiciens qui s'en débrouillent. En tout cas, les astrophysiciens nous disent bel et bien qu'à ce moment-là, la Terre est placée de telle manière que ça gèle au sud, et c'est le début de l'Antarctique, et comme ça gèle au sud, ça sèche sous les tropiques. Formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ancêtres communs que nous partageons avec les chimpanzés, eh bien, ces ancêtres communs ont donc deux descendants, deux séries de descendants. Je l'ai déjà dit, les pré-chimpanzés et les pré-humains. Les pré-chimpanzés se trouvent dans un milieu qui reste arboré, en gros, et les pré-humains se trouvent dans un paysage qui, petit à petit, se découvre. Ils se découvrent, et on sait qu'ils se découvrent parce qu'apparaissent à ce moment-là les plantes en C4, en carbone 4. Et les plantes en C4, ça veut dire les graminées. Ça veut dire un certain nombre de plantes qui sont des plantes qui démontrent l'ouverture du paysage. Donc nos préhumains sont bel et bien des descendants des ancêtres communs des pré-chimpanzés et de nous-mêmes qui se sont trouvés dans un milieu découvert. C'est ma story. Alors elle est plus East Side, d'accord. Mais c'est ma story. Et ces gens-là, de façon... Alors comment, en même temps, pourquoi et comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait devant ce milieu qui se découvrait? C'est quand même extraordinaire. La nature invente des choses et parfois, souvent, bricole des choses. Au lieu de rester à quatre pattes, elle les a mis debout. Quelle idée! Enfin, moi, à mon âge, je me rends compte que c'est une bêtise, quoi. Les histoires de circulation, je ne vous dis pas. Les histoires d'arthrose, je ne vous dis pas. Enfin, on est debout depuis 10 millions d'années, quoi. Donc, quand même, il a fallu qu'il y ait quelques avantages pour qu'on soit encore debout aujourd'hui. Enfin, moi, je suis assis, mais vous avez vu, le ministre, il a bien tenu, là. Pardon, monsieur. Mais on plaisante depuis hier. Depuis qu'on s'est trouvé dans le train, on a passé la nuit. Donc, nous voilà debout. Et debout, ça change beaucoup de choses.
Parce que debout, enfin imaginez, d'abord ça met la tête différemment sur la colonne vertébrale, ça déverrouille un peu le crâne, ça lui facilite sans doute l'augmentation en volume plus tard, parce qu'à ce moment-là, l'encéphale reste bien petit. La colonne vertébrale elle-même a les 4 courbures qui sont les courbures qu'il faut pour que le corps tienne bien debout. Et ça a été démontré par une belle thèse, d'ailleurs, sous l'autorité de Marie-Antoinette de Lumley, ici à Marseille. Le bassin est un bassin en pression. Imaginez le singe, imaginez votre petit chien, je sais pas, votre petit chat, regardez-le, il est à 4 pattes, il a bien sûr une ceinture pelvienne, son bassin, qu'est-ce qu'il fait? Il sert dans la locomotion, chez les femelles, il sert dans la parturition, dans l'accouchement, mais c'est tout. Regardez-moi. Mon pauvre bassin doit supporter tous ces organes et ça fait un poids considérable. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait un bassin qui devient beaucoup plus court et qui devient beaucoup plus large. Ça s'appelle un bassin en pression par rapport aux bassins en tension qui sont les bassins des singes qui grimpent. Et arrive ensuite le membre postérieur, le membre inférieur chez celui qui est redressé. Et ce membre inférieur, il s'allonge, forcément, il s'allonge démesurément. C'est ridicule d'ailleurs. Regardez, pensez un petit peu à ça, mettez-vous, c'est difficile, mais dans la tête d'un petit singe, et regardez les humains, c'est idiot. C'est tout debout comme ça, avec des membres inférieurs qui n'en finissent pas, avec des membres supérieurs qui ballottent. Au-dessus, ça s'est raccourci, et en dessous, ça a augmenté de taille. Enfin, c'est bizarre. C'est aussi les bricolages de la nature qui sont drôles. Et donc, l'examen anatomique montre que, en général, le membre inférieur marche. On est debout, on marche. Hein. Il y a des modifications quand même encore liées à l'arboricolisme, y compris dans le membre inférieur. Et le membre supérieur continue à grimper. Donc ces préhumains, ils sont debout. Et comme ils sont debout, ils marchent, mais ils continuent néanmoins à grimper. Ce ne sont pas des intermédiaires, hein, c'est jamais comme ça en paléontologie. Ce serait un mauvais terme que de dire que ce sont des intermédiaires. Mais c'est quand même formidable de trouver, on ne s'y attendait pas, hein, de trouver des êtres qui sont juste entre les ancêtres communs et nous, et des êtres qui à la fois grimpent un petit peu comme ceux d'avant et marchent déjà un petit peu comme ceux d'après. Et en l'occurrence, c'est dans mon labo, à Paris, qu'on a découvert sur Lucie cette histoire de double locomotion. Et je me rappelle qu'à l'Académie de médecine, on a parlé à l'instant avec une collègue. À l'Académie de médecine, on m'a dit il y a un morceau, bien sûr, de préhumain, c'est celui qui marche, et puis il y a un morceau de pré-chimpanzé, c'est celui qui grimpe, quoi. Mais en fait, c'était le même personnage. Donc, on en arrive à 3 millions d'années. Il y a des problèmes d'horaire, je pense. Non 5 minutes, c'est possible. Je vois pas clair, alors je m'en fiche. Donc, on arrive à 3 millions d'années, et 3 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? Regardez comme c'est merveilleux. Il se passe à nouveau des problèmes astronomiques. Coup de chance, hein. Et cette fois, c'est l'englacement du Nord. C'est l'englacement de l'Arctique. Il y a 10 millions d'années Antarctique, il y a 3 millions d'années Arctique. Et 3 millions d'années, l'englacement du Nord, en particulier celui du Groenland, de 1,7 million, je crois, cet englacement fait un nouveau coup de sec en Afrique tropicale. Et le nouveau coup de sec, eh bien, il faut l'absorber, il faut que les animaux, les êtres vivants qui sont à ce moment-là dans cette région tropicale d'Afrique s'adaptent. Et l'adaptation se fait à peu près bien. Il y a un certain nombre de bêtes qui y restent, qui n'arrivent pas à faire la transition. Mais il se trouve qu'en ce qui concerne notre famille de préhumains, confrontés à la même situation, la réaction est magnifique. Elle est magnifique et elle est tout à fait
typique de ce qui se passe souvent dans la nature, c'est-à-dire qu'elle est diversifiée, merveilleusement diversifiée en fonction des provinces biogéographiques. Mais en tout cas, il y a deux réponses, une réponse robuste, une réponse gracile. Une réponse robuste et qui est donc physique, et puis une réponse gracile qui est ou dans l'adaptation à la marche et à la course bien meilleure, ou dans la transformation de la tête. Alors, je vous dis ça rapidement. Dans la province de l'Afar, en Éthiopie, on trouve une représentation de cette réaction à la sécheresse de 3 millions d'années physique. C'est ce qu'on appelle Australopithecus gari. En Afrique, le reste de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire le reste de l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, c'est une série, une filiation qui s'appelle Australopithecus ou Paranthropus ethiopicus, Paranthropus boisei, pardon pour cette terminologie épouvantable. Et puis en Afrique du Sud, une autre forme robuste, c'est Paranthropus robustus. Donc il y a le même type de réaction dans toute cette Afrique tropicale, mais avec des réalisations différentes qui sont à la fois comparables mais pas semblables. Donc une forme robuste qui va faire quoi? Qui va rester debout naturellement, qui va moins grimper naturellement, il n'y a plus d'arbres, et qui va se mettre à consommer des végétaux beaucoup plus fibreux, bien différents de ceux qu'il consommait auparavant. Et puis l'autre, la forme gracile, on va la trouver en Afrique du Sud, dans une séquence qui s'appelle Australopithecus africanus, Australopithecus sediba, et on va la trouver en Afrique orientale, qui revient, j'y peux rien. C'est l'homme, c'est le genre humain. Et le genre humain, c'est quoi? C'est un préhumain qui, au moment de ce changement climatique, va tenter de s'y adapter et réussir, la preuve, on ne serait pas dans l'arbois autrement, et qui va tenter de s'y adapter et qui va s'y adapter par trois choses. Alors, c'est pas religieux ce que je vais faire, hein, mais c'est quand même comme ça. C'est un moyen de retenir, quoi. Dans l'autre sens, si vous voulez, la poitrine, la bouche, la tête. Poitrine, la bouche, la tête, par trois côtés. La poitrine, c'est dans un milieu sec, on respire différemment. On respire différemment, le larynx va dégringoler, l'innervation du thorax va changer. Dans la bouche, la langue va devenir plus libre parce que le plancher du maxillaire supérieur va s'approfondir et puis la symphyse de la mâchoire inférieure va se réduire. Donc langue plus mobile et ça va donner à terme le langage articulé, quand même c'est pas mal, qui me permet de m'exprimer trop longuement visiblement aujourd'hui. Mais j'arrive. Ensuite, dans la bouche, changement des dents. Régime omnivore, on se met à manger de la viande. Je dis ça souvent aux végétariens ou aux végétaliens. C'est pas de notre faute si on mange de la viande. C'est pas de notre faute si notre physiologie s'est adaptée à la viande. C'est pas du tout par gourmandise au départ. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a 3 millions d'années, il n'y avait plus assez de végétaux, donc on s'est mis à manger de la viande. Voilà. Donc les dents, évidemment, se transforment. Et dans la tête, voilà. Dans la tête, le niveau de complexité du cerveau, que l'on voit par le volume, que l'on voit par la diversification, la multiplication des circonvolutions, et puis par le développement aussi de l'irrigation, eh bien, ce cerveau va passer un certain seuil, par hasard, on ne peut pas dire ça comme ça, mais pourquoi pas. En tout cas, il va dépasser ce seuil, et ce seuil va permettre la réflexion que nous avons tous aujourd'hui. Donc, usage pirate du cerveau qui était fait, bien sûr, entre guillemets, uniquement pour éviter la dent du prédateur, et puis transformation des dents qui apportent des protéines animales au cerveau, et puis développement de ce fichu système respiratoire supérieur, d'où la parole, d'où la réflexion, et en plus la main avec cette préhension qui date de 50 millions d'années, mais qui s'est quand même améliorée, au point qu'aujourd'hui on a la digit intelligence,
c'est avec des écrans qu'on travaille, c'est avec le doigt, c'est plus avec la pince. Donc la main, le cerveau, la parole n'ont cessé de fonctionner en permanence, d'où mon excès de parole aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur le professeur. Alors, je vais revenir juste sur le début de votre exposé, où vous classez l'homme en haut, j'ai tendance à dire juste en haut de la filière, par rapport à son système nerveux central et son développement. Et vous finissez d'ailleurs aussi sur cette question-là. Est-ce qu'il ne faut pas revenir peut-être, et en considérant que le développement de ce système nerveux central, c'est-à-dire d'avoir une grosse tête, est lié à l'intelligence de façon automatique. Je crois que Descartes avait un petit cerveau, une petite tête, et c'était pas la moitié d'un imbécile. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir ça par rapport à une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on a une grosse tête parce que ça plaît à notre partenaire d'en face. Ça serait plus peut-être à partir d'un moment un développement de la tête, simplement pour d'autres considérations que celles de l'intelligence. Il y a des oiseaux qui sont tout petits, avec des tout petits cerveaux, et qui sont peut-être déjà très intelligents. Oui, je ne dis pas le contraire, mais ils n'ont pas encore été invités aux tables rondes de l'Arbois, par exemple. Mademoiselle. C'est pas, je plaisante, mais je plaisante tout le temps. C'est pas forcément, enfin vous le savez bien, c'est pas forcément une question de proportion. La preuve, les histoires, il y a des souris qui ont finalement un encéphale tellement gros par rapport à leur petite taille qu'ils dépassent l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces proportions? Le malheureux Dubois, justement, a essayé des rapports. Il y a un certain nombre de rapports qui signifient quelque chose, mais il y a toujours des limites à cette signification. Et puis, du point de vue de la science, qu'est-ce que cette signification veut dire, ce que ce rapport veut dire, est-ce que véritablement ça veut dire quelque chose? Enfin, il y a un constat quand même aujourd'hui. J'ai commencé quand même, j'ai pris mes dispositions par vous dire la science, l'art et la compassion. Zut, les petits oiseaux, ils s'en foutent, hein. À la fois de l'art, de la compassion et des sciences. Donc, moi, je veux bien qu'on rabaisse un peu l'homme, que l'homme qui depuis longtemps se considère comme primate, c'est-à-dire premier, et puis qu'on ne le considère plus aujourd'hui, à juste raison, hein. La science, c'est la science, et quand la biologie dit que d'autres êtres sont meilleurs pour certains autres aspects de la vie courante, et oui, pourquoi pas, on n'est pas les premiers partout, mais en ce qui concerne le développement de l'encéphale, quand même, zut, c'est bien l'organe qui s'est le plus compliqué, qui a grossi le plus, qui s'est développé le plus dans toute l'histoire de tous les organes, de tous les êtres vivants depuis 4 milliards d'années, quand même, c'est pas mal. Et vous savez pourquoi ça plisse? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors quand il n'y a pas de place, ça plisse. Moi j'ai dit à mon garçon, j'ai fait un garçon tard, mais ça ne vous regarde pas. Je l'ai fait en 95, donc quand il était tout petit, je lui disais, tu te rends compte, si tu tires ton cerveau de ton crâne, d'ailleurs c'est effrayant de dire ça à un enfant, mais enfin, si ta maman le repasse, tu pourras dormir dedans. Ça devait lui donner aussi des rêves un peu bizarres. Donc, relativisons, je suis d'accord, hein, bien sûr, relativisons. Ceci dit, il n'empêche quand même que l'homme, c'est un constat, quoi. On ne peut pas nier ce genre de choses. A certaines supériorités dans certains domaines, et lorsque l'on prend ces domaines-là comme l'échelle de considération et de relation des êtres vivants. Mais on peut prendre d'autres échelles, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas d'être plus petit que le petit oiseau. Alors, une question à côté, monsieur, vous avez le micro, allez-y. Oui, bonjour monsieur. Vous présenter, voilà, merci. Oui, Lucien Rumani, j'habite Aix-en-Provence. Il y a une question qui me tarabuste et que je me permets de vous poser, même si elle va sembler politiquement incorrecte. Chouette.
tous les scientifiques que vous êtes et que j'admire. Merci. Merci pour eux. Ah ben oui. Ont l'air d'éluder une question qui me tarabuste personnellement. Lorsque vous avez commencé vos recherches, vous êtes sans doute, je suppose, aperçu que l'humanité entière, même après l'apparition de l'Homo sapiens, c'était quelques milliers, quelques dizaines de milliers peut-être d'êtres vivants dont nous sommes. Puis ensuite, le temps est passé. À l'Empire romain, nous étions probablement à, 100 millions ou 200 millions d'êtres humains sur la Terre. On va essayer de rester sur des questions assez courtes. Et aujourd'hui, nous sommes pas loin de 7 milliards et ça va continuer. Alors voilà, ma question est simple et la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il devrait y avoir un colloque de savants du monde entier, tout confondu, pluridisciplinaire, quelles que soient les origines, de poser enfin ce problème crucial de notre Terre, qui est atteinte d'espèces de cancer généralisé dont nous sommes, nous, les participants. Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps de limiter cette surpopulation et de faire en sorte que les dépenses que l'on doit faire, mais oui, ça semble très curieux de poser cette question, mais je ne sais plus où on va, 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards, 15 milliards, ça n'est plus possible. Alors on va laisser Yves Coppens vous répondre, monsieur, merci. Alors, il y a plein de réponses possibles. Monsieur le ministre Kouchner a évoqué justement un peu ça, et c'est une réalité. Mais c'est vrai, les tout premiers humains, c'est quelques milliers probablement, ceux de 3 millions d'années dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, on dit de manière un peu facile, c'est sûrement pas tout à fait vrai, mais 10 000 ans néolithiques, 10 millions d'individus sur la Terre entière. Jésus-Christ, on dit 200 à 300 millions, et on arrive en effet au premier milliard en 1815, c'est-à-dire qu'on a mis 3 millions d'années à passer de quelques milliers à 1 milliard, et on a mis 200 ans à passer d'1 milliard à 8 milliards. Donc je suis tout à fait d'accord, enfin bien sûr je ne peux pas ne pas être d'accord. La courbe est exponentielle et tout le monde le sait, les démographes le savent. Les scientifiques que vous saluez en sont conscients, et ils sont conscients de ce développement. Certains démographes disent que la courbe s'atténue et va vers un palier, mais on n'en sait trop rien. D'autres disent qu'au contraire, ça continue. Alors moi, ce que je peux vous dire une chose, c'est que premièrement, ce développement qui a été durable, on en a parlé aussi tout à l'heure, enfin, M. Bernard Kouchner en a parlé aussi, le développement qui a été durable pendant 3 millions d'années jusqu'en 1815, enfin 1800, à partir de ce moment-là, n'est plus durable. Et c'est ce dont on vient de prendre conscience. Donc ça, c'est très important. Première chose. Donc on a pris conscience de ça, c'est bien. L'histoire de l'imitation de naissance, pardonnez-moi, mais je préfère ne pas intervenir dans cette affaire-là. C'est un petit peu compliqué, ça, quand même. Par ailleurs, ce que je vous dirais d'optimiste, c'est que l'homme est né, vous l'avez entendu, en Afrique tropicale. Il est né il y a 3 millions d'années. Il est né pour des raisons que j'ai expliquées d'adaptation à un changement climatique. Et cet homme-là, à partir de ce moment-là, il s'est déployé. Et il s'est déployé pour des questions opportunistes. Il ne s'est pas déployé pour faire le tour de la Terre. Mais il s'est déployé à travers son continent d'origine, d'abord l'Afrique. Puis ensuite, bien sûr, il a dépassé l'Afrique et par le Proche-Orient, il s'est déployé à travers toute l'Eurasie. Et puis ensuite, il a passé le Bering et il s'est déployé à travers toute l'Amérique. Il a fait le tour de la Terre. Bon, ça y est. Mais maintenant, ayant fait le tour de la Terre, il commence quand même à jeter un coup d'œil au-dessus de lui, et il commence à se déployer aussi dans l'univers, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, dans le système solaire. Et moi, j'ai grand espoir qu'on aille s'installer ailleurs. J'ai d'autant plus espoir que ça va créer forcément des isolements, des isolats. Et les isolats, ça crée des espèces, ça fait des dérives génétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop enfin, beaucoup trop, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de métissage à travers la Terre, et la mondialisation dont parlait à nouveau Bernard Kouchner existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on a beau... Certains ont beau être contre, on est dedans, donc ça rime plus à rien. Et donc cette mondialisation existe, ces métissages existent.
Et on ne peut plus avoir véritablement d'espèces nouvelles, sauf celle qui suivra Homo sapiens. Parce qu'Homo sapiens ne peut pas rester Homo sapiens tout le temps. Les Homo erectus ont changé, les Homo habilis avant ont changé, les préhumains ont changé. Pourquoi voulez-vous qu'on ne change pas? Enfin, ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si on envoie des gens sur Mars, ce qu'on va faire, hein, on va le faire, bien, ces gens sur Mars, vous avez entendu les problèmes politiques, du point de vue technique, la science, la technique, on saura comment aller les voir. Du point de vue du budget, on ne l'aura pas. Ou du moins, on ne l'aura pas tout de suite. Donc, on laissera ces gens-là suffisamment de temps pour qu'ils évoluent. Ils évoluent avec leur génome à eux. Et puis, il y a eu des dérives génétiques. Et quand on ira les voir, on sera étonné de voir que leurs petits-enfants ne ressembleront pas du tout aux nôtres. Et ça, j'attends ça avec impatience. Merci. On va prendre encore 2 questions. Donc, monsieur, allez-y. Bonjour, Nicolas Brouilly, ingénieur de recherche à l'AMU, à Marseille. Et la transition est parfaite. Justement, vous êtes une encyclopédie vivante des 2 millions des dernières années d'évolution qui est principalement basée sur la sélection naturelle. Je voulais savoir comment vous voyez les milliers d'années qui viennent, de la même façon, de notre évolution à nous, au niveau morphologie, comportement, etc. Vous avez parlé des végétariens, comment ça va jouer sur la forme de nos dents, etc. Et la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que vous voyez le rôle de la médecine au niveau de nos connaissances et des technologies sur le ralentissement de l'évolution naturelle, vu que ça diminue la pression de la sélection naturelle sur nos êtres? Oui, c'est compliqué. Je vois ces choses pas mieux que vous. C'est-à-dire que je ne les vois pas, oui. Forcément, je suis dedans quand même, dans cette société. Bien sûr que je m'intéresse beaucoup à l'avenir, ça va de soi. Et bien sûr que tout à fait normalement, cet avenir inquiète, puisque non seulement on manipule la molécule, mais on manipule désormais l'atome. On connaît bien les histoires de nanotrucs. Tous les nanotrucs, c'est des histoires atomiques. Donc on a une capacité de transformation des êtres vivants très importante. Et la médecine est liée à ça pour le meilleur des choses, parce qu'elle en use pour les soins de chacun aujourd'hui. D'ailleurs, ça me permet une chose intéressante, c'est de voir que avant l'homme, l'obsession, c'était l'obsession de la nature, c'était l'obsession de la conservation de l'espèce. Et à partir de l'homme, c'est un peu une réponse au premier interlocuteur, là, à partir de l'homme, c'est l'obsession de la conservation de la personne. Quand même une réalité. Donc, je suis comme vous, et je vais vous raconter une histoire encore drôle, je m'excuse d'être drôle. J'ai été interviewé là-dessus, j'en suis fier, c'est pour ça que je vous le dis, par le New York Times. Ouais, moi. C'était au mois de juillet dernier, et je me suis dit, sur l'avenir de la science et l'avenir des technologies. C'est embêtant, hein? Bon, je me suis dit que je ne veux pas rater ça, mais que ce que je vais leur raconter. Eh bien, j'ai appelé mon article, et ils l'ont pris, le complexe... Non, c'est pas vrai. Le syndrome, c'est mieux. Le syndrome de ma belle-mère. Et les Américains l'ont pris un peu sur la pointe des pieds, et ils l'ont appelé le syndrome de ma grand-mère. La belle-mère, c'est devenu la mamie, le syndrome de mamie. Et le syndrome de mamie, c'est le suivant. Moi, j'ai une belle-mère charmante, qui a forcément un certain âge, et cette belle-maman commence toutes ses phrases par « avant ». Et avant, c'était vachement mieux. Aujourd'hui, c'est épouvantable, et demain, n'en parlons pas. Donc, c'est une réponse un peu à votre histoire. Et j'ai pris quelques exemples dans le passé. Moi, le passé, c'est mon travail, et c'est là-dedans que j'évolue, plus que dans l'avenir, évidemment. Et ce passé m'apprend, par exemple, que lorsqu'il y a 3 millions, un peu plus de 3 millions d'années, certains seulement, des humains de la population, ont fabriqué de la pierre taillée, ont taillé des pierres. Tout le reste, tous les belles mamans de l'époque ont dû se dire, c'est épouvantable.
Hier, c'était quand même beaucoup mieux. On utilisait les cailloux différemment. Aujourd'hui, on tape dessus. Ça fait des bruits insupportables. Ça casse tous les cailloux de la Terre. Enfin, c'est effrayant. 3 millions d'années. 1 million d'années. 1 million d'années, c'est le feu. Alors, c'est pas vrai. C'est un petit peu moins. Puis, Henri de Lumnay, qui est là, va m'engueuler tout à l'heure, parce que pour lui, c'est 400 et quelques milliers d'années. Enfin, d'accord. Mais disons 1 million pour être rond, encore une fois. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, quand même il y a des 800 000 ans quelque part en Israël qui ne sont pas bien résolus. Disons 1 million d'années. En tout cas, 1 million d'années, c'est Homo erectus. Homo erectus, pareil. Il y a quelques jeunes toutous, jeunes voyous qui réussissent à fabriquer le feu. À fabriquer le feu, vous vous rendez compte, à faire du feu eux-mêmes. Eh bien, toutes les belles mamans erectus ont dû se dire, c'est épouvantable, ils vont mettre le feu à la terre entière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil. On a peur de l'avenir, c'est normal. On connaît le passé, c'était reposant, marrant. Moi, j'ai aucune nostalgie, hein, ça m'est égal. Et c'était mieux ainsi, je ne suis pas sûr. Et aujourd'hui, il y a un confort que l'on apprécie, que l'on connaît, dans lequel on vit, que l'on connaît. C'est ça beaucoup. C'est ça qui compte par-dessus tout. Et l'avenir, on ne le connaît pas. Donc l'avenir, on l'appréhende. Les progrès scientifiques sont considérables. Ça, on l'a dit, c'est vrai. Donc comme ces progrès scientifiques sont considérables, ça ouvre des perspectives superbes et inquiétantes. Il y a à la fois les deux aspects. Hein. C'est toujours la même chose. Quand on a trouvé la radioactivité a fait des merveilles en médecine, elle fait des merveilles en énergie, elle fait des catastrophes quand on fait des petites bombinettes avec. Et ce sera probablement toujours comme ça. La science a les deux faces. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Des comités d'éthique, ça ne règle pas tout. Des comités de vigilance, ça ne règle pas tout. En plus, ce cerveau qu'on m'a reproché tout à l'heure, si je puis dire, ce cerveau humain qui fait quand même notre spécificité, il a fabriqué chez l'homme la liberté, mais aussi la responsabilité. Et la responsabilité de cette propre liberté. On est embêté. Hein. Moi, je dis à mon garçon, ne sois pas raisonnable, ce serait idiot, mais sois raisonné, c'est un piège. S'il est raisonné, il sera forcément raisonnable. Et nous, c'est pareil, on est responsable. Et on est responsable de sa liberté. Donc, ça limite d'autant la liberté. On dit que la liberté va jusqu'à la limite de celle d'autrui. C'est pas vrai, c'est bien plus compliqué que ça. Et la plupart du temps, on est ravis parce qu'on se souvient parfaitement qu'on est libre. Parfaitement. On se souvient moins facilement qu'on est responsable. Il faudrait presque un seul mot pour dire les deux choses. Donc, je suis comme vous, je ne sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir. J'ai aussi les inquiétudes que vous avez sans doute et que vous imaginez. Je suis très optimiste de fond et j'espère que ça se voit. Merci. Merci Yves Coppens. Je suis sincèrement désolé pour les personnes qui souhaitaient poser des questions. On comprend bien votre frustration, mais M. Coppens est encore parmi nous pendant quelques instants. Et puis, il a ce livre, donc, Yves Coppens, Origine de l'homme, origine d'un homme, qui vient de sortir, donc, début 2018, et qu'il aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Et je voudrais donc qu'on rende hommage à ce grand monsieur qui est avec nous, donc, aux 10e rencontre de l'Arbois aujourd'hui, 10e table ronde de l'Arbois, avec donc Yves Coppens.